Allez, direct. Hommage à François Louga, le papa national. Nous allons parler un peu d'Afrique, nous allons parler un peu de Centrafrique. Bonsoir à tous. Analyse de la contribution de RFI et de France 24 à la défense de la communication de la rébellion de la France-Afrique en Centrafrique. Analyse de la contribution objective de Radio France Internationale et de France 24 à la communication de la rébellion de la France-Afrique en Centrafrique. Voilà le petit moment de réflexion et d'observation politique auquel je vous invite en ce samedi soir, 7 février 2021. Peuple centrafricain, Baramo, Baramingi, peuple d'Afrique, diasporas africaines de tout pays, je vous salue. Au menu ce soir, la situation en Centrafrique. Le rôle particulier des médias officiels français, RFI et France 24, dans la défense de la ligne de communication de la rébellion. Donc nous allons voir que celle-ci représente les intérêts de l'ordre néocolonial français en Afrique francophone en général et en Centrafrique en particulier. Je vous salue et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Sur le fond d'un des plus grands musiciens et d'un des plus grands chanteurs que l'Afrique et la Côte d'Ivoire aient connu, François Louga, qui chante Marie. L'Afrique vivra, l'Afrique se relève, l'Afrique s'éveille. Merci de partager cette conversation. Bienvenue à cette conférence. Laissons le papa national, l'immense François Louga, nous mettre à la dimension, nous mettre au diapason. Le papa national, François Louga. RFI et France 24
joue le rôle de média chargé de la communication de la rébellion de la France-Afrique en Centrafrique. Je voudrais attirer l'attention des observateurs là-dessus. Partagez cette émission, invitez nos amis en tout pays. Hé, Louga François, à l'époque, il n'y avait pas d'usurpateur en musique. Il n'y avait pas de musique flafla. À l'époque, le musicien était à sa place dans notre société. L'artiste était à sa place dans nos sociétés. Hélas, les temps de confusion sont arrivés. Le papa national. Chers amis, je vous salue, je vous remercie. Vous êtes d'ores et déjà 300 personnes sur YouTube et environ 400 personnes sur Facebook. Vous êtes les bienvenus à cette vidéoconférence consacrée à analyser le positionnement de deux médias officiels français, les deux principaux, Radio France Internationale et France 24, qui sont très clairement en train de s'afficher comme étant Radio France Afrique Internationale et France Afrique 24 Internationale. Au point que nous serons peut-être bientôt amenés à réécrire autrement les noms de ces radios et de ces télévisions dans nos communications. Car l'information officielle, qui est un art requérant un certain degré d'objectivité, de détachement, de scientificité, semble en réalité être édulcorée, détériorée, dès lors que les deux médias dont je vous parle s'intéressent à l'Afrique. Dès que les journalistes de RFI et de France 24 ont à traiter d'un sujet africain, tout se passe comme si ils étaient immédiatement débarrassés des règles de déontologie, de méthodologie, des règles de la logique, d'Aristote, mais jusqu'à la logique modale de Frege ou avant lui celle de Boulle. Ils se débarrassent de toutes les règles logiques quand il faut parler de l'Afrique. Tout se passe comme si ces journalistes de RFI et de France 24 considèrent que quand on parle de l'Afrique, on peut se passer de toutes les règles de l'art journalistique. Il ne s'agit pas pour moi dans cette conférence de m'attaquer à l'art journalistique qui est l'un des plus nobles qui soit. Les journalistes sont des historiens de l'instant. Ce sont des historiens du présent et ils abattent un travail formidable. Il faut saluer, il faut donner un coup de chapeau à tous ceux-là qui, à travers la planète, veillent à nous informer au jour le jour de l'évolution du monde. Non. Ce qui est curieux, c'est que quand j'écoute un article de RFI ou de France 24 traitant d'un sujet français ou d'un sujet européen ou d'un sujet américain, j'ai le sentiment que les journalistes de RFI et de France 24 s'imposent davantage de professionnalisme que lorsqu'ils traversent la Méditerranée et ont alors à parler de l'Afrique. L'Afrique, qui est pourtant le berceau de l'humanité, est le cadet des soucis de ces journalistes qui abandonnent toutes leurs règles méthodologiques, toute leur probité quand il faut parler de l'Afrique. Et là, nous avons un cas très intéressant. Nous avons un cas d'école qui illustre à merveille cette propension à traiter de l'Afrique à la légère sur France 24 et sur RFI. C'est la situation en Centrafrique. Voici un pays qui, depuis pratiquement sa naissance formelle comme État indépendant, n'a pas connu une véritable paix. Un pays qui a été considéré comme la chasse gardée de la puissance française, un pays qui a été congelé par des stratégies de sabotage, empêchant l'élite de ce pays, même quand elle était de bonne volonté, de le développer, de le moderniser, au profit d'une population plutôt modeste en taille. Rendez-vous compte, même pas 5 millions de personnes sur 623 000 km². C'est extraordinaire. C'est un pays presque vide du point de vue démographique et d'une richesse qui est l'une des plus inouïes et des plus extraordinaires sur la Terre. Les véritables Suisses du monde devraient être le Centrafrique et la République démocratique du Congo. Et par extension, tous les autres États d'Afrique. Car il s'agit des États détenteurs de matières premières naturelles, non seulement les plus importantes sur le plan stratégique, mais les plus énormes et les plus immenses.
Un Centrafricain, une Centrafricaine, aujourd'hui, devait être parmi les êtres humains qui ont un revenu par tête d'habitant 100 000 $. Car leur sous-sol est bétonné de tout ce que Dieu ou la nature aurait pu laisser d'extraordinaire sur la terre. Pourtant, c'est ce pays-là qui est classé dans tous les classements du FMI de la Banque mondiale parmi l'un des derniers de la planète. La puissance française se permet même d'afficher sur le site du ministère français de l'économie qu'on ne doit pas prêter de l'argent à l'économie centrafricaine parce que c'est une économie à risque et à perte. On ne doit même pas prêter de l'argent à l'État centrafricain. L'État centrafricain est classé au ministère de l'économie en République centrafricaine parmi les États qui ne méritent pas de crédit. Alors, devant cette incongruité, devant cette chose complètement incroyable, il y a une élite politique nouvelle en Centrafrique qui a pris conscience de la souffrance de ce peuple et qui a notamment développé une réflexion stratégique, géopolitique, pour délivrer le pays. Cette élite est incarnée de manière incontestable par le président Faustin Archange Touadéra. Le président Faustin Archange Touadéra, mathématicien de formation, qui est le premier dans l'histoire de la politique centrafricaine à avoir acquis un allié stratégique de taille qui permette de contrebalancer la capture du Centrafrique depuis plus de 61 ans par l'État français, la capture du Centrafrique depuis pratiquement la fin du 19e siècle par l'État français. Ce mathématicien, ce théoricien des jeux, ce géopoliticien et ce géostratège, Faustin Archange Touadéra, a passé une alliance forte avec la deuxième puissance militaire du monde, à savoir la Fédération de Russie du président Vladimir Poutine. Et alors là, il a commis aux yeux de la France-Afrique le péché contre le Saint-Esprit de la France-Afrique. Alors là, il a été décrété en haut lieu, à Paris, ici, pas loin, à 150 km de l'endroit dont je vous parle, il a été décrété qu'il fallait tout faire pour que Touadéra tombe. Je recommence ce point, parce que les Centrafricaines et les Centrafricains qui m'écoutent, les Africaines et les Africains qui m'écoutent doivent bien comprendre la démonstration que je donne ce soir. Je rappelle que la position officieuse, c'est-à-dire la position réelle de l'establishment politique français, c'est de renverser l'actuel gouvernement centrafricain. Pour une seule raison, ce gouvernement s'est permis de passer des accords de défense importants avec la Fédération de Russie. Dans l'histoire des chefs d'État centrafricains, les raisons pour lesquelles Paris s'est mis du côté de l'opposition sont systématiquement le fait que, à un moment donné, les chefs d'État centrafricains, et quels qu'ils soient, y compris tous ceux qui ont été choisis par Paris, envisageaient des alliances autres que l'alliance avec la France. Car fatigués de venir mendier des miettes auprès de l'économie française, même pour payer les salaires mensuels de leurs fonctionnaires. Chaque fois qu'un chef d'État centrafricain, et cela depuis David Dacko, en 1960, jusqu'à Faustin Archange Touadéra, en 2016, chaque fois qu'un chef d'État centrafricain s'est permis d'aller développer une nouvelle alliance avec une autre puissance que la puissance française, il a été renversé. Je vous ai donné la clé pour lire l'histoire des coups d'État en République centrafricaine. Les coups d'État qui, pour l'essentiel, ont été organisés par les services français. Oui, le passage de Dacko à Bokassa, il est parrainé par la France. La chute de Bokassa, elle est organisée par Giscard pour le punir d'avoir cherché des relations en Libye. C'est la France qui ramène Dacko dans un transal en 1979 pour prendre la place de Bokassa. Dacko s'installe, il commence à chercher de nouvelles alliances, oubliant qu'il doit tout à Paris, eh bien on laisse le général Kolimba le renverser. Le général Kolimba va être très discipliné, il va confier le pays à un colonel de gendarmerie de l'armée française, M. Mention, qui va gouverner le pays. Et quand le colonel Kolimba, un peu fatigué, va laisser respirer les aspirations démocratiques du peuple centrafricain, il y a Patassé qui arrive en 1993. Patassé développe une alliance avec la Libye. Paris organise son renversement. Par qui? Par Bozizé. Bozizé s'installe. Bozizé gouverne conformément aux 4 volontés de Paris, c'est-à-dire administre le Centrafrique et ne le développe pas. Ça va. Il rêve de signer un contrat d'exploitation minière et pétrolière avec la Chine. Paris organise sa chute en utilisant Idriss Déby et Michel Djotodia. Bozizé tombe.
Bozizé tombe. Mais comme il a compris que c'est Paris qui l'a puni, il retourne à Paris demander pardon. En disant, je suis un joueur, j'ai mal joué la première mi-temps, mais est-ce que vous pouvez m'accorder une deuxième mi-temps? Et c'est sa deuxième mi-temps qu'il veut jouer actuellement. Avec la permission du coach. Le coach, c'est le petit Emmanuel Macron, ou plutôt Emmanuel Macron le petit, Damien, devenu président de la République française et qui croit que c'est une fonction éternelle. Alors qu'il va descendre de là et que lui aussi va aller en garde à vue comme Nicolas Sarkozy, ici en France, pour toutes ses combines avec les Ouattara et consorts. Ça va le rattraper. Quand Sarkozy faisait des business avec sur le dos de l'argent de Kadhafi, il ne savait pas que ça allait le rattraper. Maintenant, ça le rattrape. Tous les matins, il se lève en se demandant s'il va dormir chez lui le soir. Bon, mais je tourne cette page. Je voulais juste vous montrer que l'histoire de la déstabilisation du Centrafrique, moi je ne dis pas de la Centrafrique, non. C'est le centre de l'Afrique, ce pays-là. Regardez bien sa position. Donc je dis le Centrafrique. L'histoire de la déstabilisation du Centrafrique est l'histoire des manipulations de la souveraineté des peuples africains par la puissance française. Voici que Faustin-Archange Touadéra est le premier chef d'État centrafricain après Barthélemy Boganda, parce que Boganda est assassiné en mars 1959, puisqu'il voulait la fédération des États d'Afrique latine. On le bute, les services secrets français l'assassinent, ils abattent son avion. Alors, le premier chef d'État centrafricain, depuis Barthélemy Boganda, a posé un problème géopolitique important à la puissance française. Je vous donne son nom, il s'appelle Faustin-Archange Touadéra. La première conséquence en est qu'il a décidé de faire assurer sa sécurité par des Russes. Je recommence. Si vous voulez vérifier ce que je dis, vérifiez qui protège Faustin-Archange Touadéra. Tous les chefs d'État centrafricains précédents étaient obligés pour être protégés de bénéficier de la bienveillance de la France, y compris dans leur service de sécurité rapproché. Le premier chef d'État de l'histoire du Centrafrique à ne pas avoir des soldats français dans sa sécurité rapprochée s'appelle Faustin-Archange Touadéra, professeur d'université en mathématiques, géopoliticien, géostratège. Il y a été préparé par son travail sur les différentes théories systémiques en mathématiques. Il y a été largement préparé. Alors lui, il a déplacé un pion énorme en Afrique centrale. C'est qu'il a réussi à impliquer la deuxième puissance militaire du monde, la puissance russe, du président Vladimir Poutine. À un moment très intéressant pour Poutine, parce que c'est un moment où, ici en Europe, Poutine est contesté par un certain Emmanuel Macron, président de la 7e puissance militaire du monde. Je dis bien 7e, la France. Macron, habité on ne sait par quel soudain malin génie, a décidé de défier Poutine. Il soutient les opposants à Poutine. Il donne à très haute voix et par tweet des recommandations à Poutine sur le traitement de la démocratie en Russie. Il va à Vilnius, en Lituanie, soutenir des opposants au président lituanien pro-Poutine. Il encourage la rébellion ukrainienne contre le pouvoir ukrainien qui est un pouvoir pro-Poutine. Et quand Poutine a pris le contrôle de la Crimée, Emmanuel Macron faisait partie de ceux qui n'étaient pas d'accord, même si militairement, il a constaté les dégâts. Il affronte Poutine aussi en Syrie, où globalement la diplomatie française est anti-Bachar el-Assad. Poutine a dit, Assad reste là, il ne bouge pas. Comme le dirait la femme du marché de Kondi, à PK8, Assad est un bougique. C'est Vladimir Poutine qui a dit ça. Et alors là, Emmanuel Macron, au Venezuela, il s'attaque au président Maduro. Et il a voulu organiser et soutenir le coup d'État contre le président Maduro. Il a voulu introniser l'ancien président de l'Assemblée nationale du Venezuela, Guaido. Il a voulu le faire introniser président de la République. Il a reçu ici, il a embrassé, il l'a louangé, il l'a embaumé. Mais Maduro en a fait un confetti. Grâce au soutien, entre autres, du président Vladimir Poutine. Donc, Faustin-Archange Touadéra a regardé la situation internationale et a dit, ah là là, la constellation astrale est favorable pour l'Afrique. Dès 2017, Faustin-Archange Touadéra se rendait à Sochi et
après avoir convaincu le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, Faustin Archange Touadéra entrait au Kremlin en discussion avec le président Poutine, qui aussitôt, avec lui, passait des accords de défense militaire, du jamais vu. C'est-à-dire que si les services français avaient su que Touadéra allait signer ça là-bas, son avion ne serait jamais arrivé en Russie. Une fois que Touadéra a fini de signer, il a dit à Poutine, « Monsieur le Président, si vous voulez que je sois vivant, assurez ma sécurité. » Parce que là où je rentre là, oh non, vraiment, Président Faustin Archange Touadéra, béni soyez-vous. Grand fils de l'Afrique. Faustin Archange Touadéra, je vous salue. Je vous salue et je vous félicite pour le courage de l'intelligence. C'est très beau. Ça nous plaît. Nous autres, patriotes panafricanistes, humanistes, spiritualistes, africains. Amis de l'homme, de tous les cieux, amis de l'humanité, nous sommes contents de vous. Vous représentez l'évolution de la conscience humaine en Centrafrique. Donc, il a fait d'une pierre 3 coups. Premier coup, sa sécurité. Parce que si lui, il était rentré, oh, son coup d'état devait avoir lieu avant même qu'il n'ait pris le premier café du matin. Deuxième coup, il obtient l'implication immédiate de forces russes. C'est-à-dire que quand Touadéra atterrit, les avions militaires russes atterrissent déjà et les premiers éléments armés russes viennent sécuriser la capitale Bangui. Il fallait voir la tête des Français à l'aéroport. 1 Russe, 2 Russes, 3 Russes, 4 Russes, 5 Russes, 6 Russes, 7. Non, 100 Russes, 150 Russes, merde, 200 Russes, hey! Mais dis donc, ça perd l'hypopète. 300 Russes, hey! 1000 Russes, 1200, 1500. Il y a un verset dans la Bible, c'est le verset de Jean 11, verset 35, c'est le plus bref. Ce verset dit, Jésus pleura. Paris a écrit le même verset, mais tu enlèves Jésus et tu mets le nom de Paris à cet endroit-là. Et tu as le verset le plus court, prononcé par Paris. Paris pleura. On pleura à chaudes larmes la colonie de Centrafrique qui commençait ainsi à être perdue. On maudit à Versailles et à l'Élysée. On incanta en invoquant Jeanne d'Arc, ce petit salaud de nègre, ce Faustin Archange Touadéra, cet archange noir qui arrachait la terre de Centrafrique à l'ogre français. On jura qu'on lui ferait sa peau mieux qu'à Bokassa, qu'on lui ferait sa peau mieux qu'à Patassé, qu'on lui ferait sa peau. On lui ferait sa peau mieux qu'à Bozizé, on lui ferait sa peau mieux qu'à Boganda, ce Touadéra. Et alors on fomenta, vraiment, on fomenta une rébellion tentaculaire, multitentaculaire, multipliant des pseudo-organisations séparées qui en réalité, comme toutes les cornes du diable, étaient sur la même et seule tête de la politique criminelle de la France néocoloniale. Touadéra était arrivé en 2016, tranquillement, avec sa craie. Il traçait ses équations différentielles. Touadéra, il continue de donner ses 4 heures de cours de mathématiques à l'université de Bangui. À Paris, on disait, oh, c'est un intellectuel, hein, il est coupé des réalités, ça va aller, hein, on maîtrise la situation. Et là, l'homme qui était revenu de Sochi en octobre 2017 était devenu le plus important géopoliticien centrafricain après Barthélemy Boganda. Il y avait problème à Paris. Il y avait problème à Paris. Le fleuve qui traverse Paris, la Seine, coulait en sens inverse. Au lieu d'aller se jeter au Havre, on voyait la Seine remonter vers les terres intérieures. À Paris, ça sifflotait. La douleur était dans les entrailles de France. Alors Macron, le petit Jupiter tempêtait. Le petit Jupiter était en transe. Le petit Jupiter était habité par l'orgueil de ses ancêtres. Quoi? Moi, l'héritier de Sarkozy, l'héritier d'Hollande, l'héritier de Chirac, de Mitterrand, moi, l'héritier de Giscard, de Pompidou, de Poher, de De Gaulle.
on avait osé m'arracher une colonie. Alors que, tranquillement, je passais mes après-midi aux côtés de ma belle Brigitte. Macron était choqué. Il était douloureux. Et comme nous le disons à Abidjan, il était même effervescent. Il était très effervescent. Il jura la perte de Touadéra, prit son téléphone, appela immédiatement Idriss Déby. Allô Idriss? Parce que Macron lolote, Macron zozote. Allô Idriss? Idriss? Parce que quand il a eu sa professeure de théâtre, la madame Brigitte, qui est devenue sa femme plus tard, qu'il a appris à maîtriser sa langue. Sinon, à la base, allô Brigitte? Brigitte? Non. Donc, il appelle Idriss. Allô Idriss? Macron. Emmanuel. Il appelle Idriss Déby. Alors, Déby, il y a une situation en Centrafrique qui ne me plaît pas du tout. Tu me prépares rapidement une rébellion. Tu vas passer par les Tchados centrafricains, qui sont en grand nombre, pour te renseigner sur les positions des forces armées fidèles à Touadéra. Et tu nous mets en place quelque chose, une colonne qui va progresser, hein, depuis le sud du Tchad. Hein. Tu les organises, ils viennent par Moundou, et puis tu vas recevoir les instructions des généraux, d'accord? Tu nous envoies des hommes qui doivent prendre Bangui, d'accord? Il reprit son téléphone, Emmanuel Macron. Il était très en colère. C'est une phase de politique fiction. Hein. J'imagine comment ils ont fait. Il reprit son téléphone, Emmanuel Macron. Et là, il appela Sassou Nguesso. Il appela Biya. Biya ne répondait pas. Parce que Biya était un être de statut fantomal. À cheval entre le monde des ancêtres, le monde des morts, le monde des vivants. Biya est une ombre, un paradoxe, une incarnation désincarnée. Macron l'appela par 3 fois, il ne l'obtint pas. Et pesta. Mais merde alors. Mais ce vieux Biya, on ne le trouve jamais finalement. Il appela au Congo-Brazzaville et tomba sur le téléphone rouge du colonel général Sassou Nguesso. Allô, monsieur le président? Ah oui, c'est vous, Denis? Je suis là, Emmanuel. Qu'est-ce que vous me demandez? Demandez et vous obtiendrez cela immédiatement. Qu'est-ce qu'il faut? Montez-moi une troupe rapidement. Entrez par le nord du Congo, pénétrez le territoire centrafricain et allez me dégager Touadéra à Bangui. Cherchez Bozizé. On m'a dit qu'il serait quelque part entre Brazzaville et Paris, mais on l'a fait chercher à Paris, il n'y était pas. On dit qu'il serait en train de boire du vin de Panne quelque part, pas très loin de chez vous, à Oyo. Trouvez-moi Bozizé, armez-le, habillez-le correctement, demandez-lui d'arrêter de boire et dites-lui de diriger les troupes. Il sera coordonné par nos troupes qui sont prépositionnées au Gabon, en Centrafrique, au Cameroun, au Congo, et ça va bien le faire. Ainsi naquit la nouvelle rébellion centrafricaine. C'est une rébellion france-africaine dont les 2 ailes sont coordonnées par Paris. Je vous l'ai dit. Et vous mettez du temps à le comprendre. C'est pour ça que quand je vous demande de nous accorder 10 000 signatures, il faut qu'on attende 1 semaine pour en avoir 6 000. Mais c'est déjà pas mal. Félicitons-nous déjà de cet effort. Et quand l'Assemblée nationale française nous permet d'aller exposer ces questions, on nous demande 100 000 signatures, et bien après 3 ou 4 jours, nous en avons quand même 300. Félicitations. C'est extraordinaire. À cette vitesse, eh bien, nous aurons besoin de tout ce siècle pour nous libérer. Mais enfin, ainsi était reconstituée rapidement une rébellion pour servir Touadéra. Ainsi était remise, rafistolée, rabibochée, reconstituée une piétaille d'individus issus d'une sous-région sans frontières, de soldats incapables de lire une carte et même de compter le nombre de munitions qu'ils utilisent par jour, de soldats qui n'ont d'ailleurs parfois pour beaucoup jamais eu d'extrait d'acte de naissance et qui ne savent pas s'ils sont nés au Tchad, en Centrafrique, au Cameroun ou au Soudan. Ainsi, toute une armada d'individus hirsutes, d'individus sans foi ni loi, une horde de tondus et de pelés, devait déferler sur la République centrafricaine. Il était prévu que l'élection présidentielle du 27 décembre n'ait pas lieu. Beaucoup d'audios venus de la France-Afrique nous disaient que Touadéra devait être renversé avant. Mais c'était sans compter avec l'implication russe. Les Russes, sur leur base navale, la plus importante d'Afrique, une armada d'avions de guerre, une armada d'hélicoptères de guerre, parmi lesquels le fameux hélicoptère Mi-38, qui fait trembler tous les militaires de la Terre.
Ils ne peuvent pas positionner tout cela pour organiser un simple anniversaire. Et oui, dès que le pouvoir Touadéra fut inquiété, les Russes prirent toutes leurs responsabilités et faisant fi des incantations criardes, des excitations de la puissance française, ils barricadèrent Bangui, où se trouve l'essentiel de la population électorale centrafricaine, assurèrent aux côtés des FACA la tenue avec au moins 30% de taux de participation de l'élection présidentielle et reconduisirent ainsi, par leur soutien, Faustin Archange Touadéra à la tête de la République centrafricaine. Ce n'était pas prévu. Il n'était pas prévu dans les livres secrets de la France macronienne que Touadéra serait encore en janvier 2021, en février 2021, président du Centrafrique. Touadéra était un homme marqué au passé, marqué au passif. Il devait être viré comme un malpropre, chassé et traité comme du poisson pourri. Devant la dure réalité de l'implication géopolitique russe, le schéma France-africain devait être révisé. Et il est en pleine révision. Ils sont en train de réviser leur schéma. Et c'est de cette révision que je vous parle dans cette conférence. Ils révisent leur schéma pourquoi? Ils révisent leur schéma parce que le premier n'a pas marché. Le premier qui a conduit à l'attaque de Bangui le 13 janvier 2021 s'est transformé en un fiasco humain, militaire, moral, psychologique, spirituel, économique. Les armées guidées par le CPC et les rebelles du Nord, tous associés et coordonnés via Déby et Bozizé par Paris, le plan de prise en tenaille de la capitale Bangui a tourné à des pertes sévères, incomptables, avec de nombreuses redditions, c'est-à-dire des capitulations de bataillons entiers qui jetaient leurs armes par terre et couraient obtenir la protection des FACA et de leurs alliés. Des franges entières de cette piétaille affamées, qui n'avaient même parfois pas bu une goutte d'eau depuis plusieurs jours, se sont rendues sans combattre. L'armée centrafricaine a repris de nombreuses positions à la demande même des soldats rebelles qui disaient: nous sommes ici, on a jeté les armes, venez nous prendre, parce que si on repart avec les gens là, ils vont nous torturer. Venez nous prendre, emprisonnez-nous à Bangui, comme ça on va manger. Oui, il y a eu des redditions spectaculaires. Et ce qui était donné comme la perte irréversible du pouvoir par le président Touadéra s'est transformé en une contre-offensive, repoussant le général Bozizé et ses hommes à Bakouma, pratiquement 864 km de Bangui. Loin, vers la frontière avec la République démocratique du Congo. Cela a donné des situations terribles. Tous les faubourgs de Bangui ayant été débarrassés des poches de l'ennemi par les FACA. Cela a donné des prises de villes comme Bossembélé, etc. Mais écoutez, toutes les positions qui ont été reprises par l'armée centrafricaine ne sont pas communiquées par RFI. Je vais vous faire remarquer d'abord ça. Toutes les villes qui ont été reprises par l'armée centrafricaine, RFI et France 24 n'en parlent pas. Ce n'est pas leur sujet. L'armée centrafricaine est en train de reprendre du terrain. RFI et France 24 n'en parlent pas. Quel est leur sujet? Qu'est-ce qu'ils ont choisi comme angle de lecture? C'est juste incroyable. Et je vous prends pour cela trois articles que j'ai choisis. D'abord, je vous prends un premier article qui m'a vraiment intrigué. C'est triste. C'est triste d'avoir un pouvoir qui un pays qui investit ses médias officiels à la déstabilisation et à la destruction des chances de liberté dans un autre. C'est triste. C'est vraiment triste. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai affiché cela sur ma page. Je vais aller le chercher.
Voilà. Je faisais donc remarquer que le lynchage des efforts du gouvernement légal et légitime, le lynchage des efforts du gouvernement légal et légitime du Centrafrique se poursuit sur les médias officiels français. RFI s'affirme en radio France-Afrique Internationale et France 24 devient elle-même France-Afrique 24. Pourquoi? Je vais vous prendre 3 articles. 3 articles qui sont à la une de ces journaux. Pour France 24, Centrafrique, la prolongation de l'état d'urgence suscite des inquiétudes. C'est ça, hein? Voilà l'information que RFI choisit de mettre en avant le 6 février 2021. La prolongation de l'état d'urgence suscite des inquiétudes. C'est-à-dire que, alors que l'état d'urgence est là pour consolider la sécurité et la paix dans le pays, RFI présente l'état d'urgence comme étant une source d'inquiétude. Ce qui aurait été une inquiétude, c'est que le gouvernement ne prenne pas des mesures d'urgence pour protéger la population. Non. RFI présente des mesures prises par le gouvernement pour protéger la population comme étant des sources d'inquiétude. Donc en fait, si le gouvernement Touadéra n'avait pas pris des mesures d'urgence, ce serait mieux. Parce que cela permettrait à la rébellion de reprendre des positions, de progresser facilement. Là, il n'y aurait pas d'inquiétude. Parce que si, dans un pays qui est attaqué par une rébellion, illégale, illégitime et infondée, si dans un tel pays, le fait que le gouvernement mette en place un état d'urgence est une source d'inquiétude, il s'ensuit que c'est le fait que le gouvernement va donc abandonner le pays, ne pas le protéger, qui sera une source de sécurité. C'est-à-dire que pour RFI, il faut que le Centrafrique ne soit pas protégé, il faut que le peuple centrafricain ne soit pas protégé pour que les commanditaires de RFI ne soient pas inquiets. Qu'est-ce qui est inquiétant pour RFI? C'est que le gouvernement prenne des mesures exceptionnelles pour protéger les Centrafricains. Vous vous rendez compte? Deuxième une. Cette fois-ci, c'est la une du journal Afrique de France 24. Ils disent Centrafrique, pénurie inquiétante de marchandises à Bangui. C'est-à-dire que vraiment à Bangui, là, les gens sont en train de mourir par grappes entières. C'est incroyable, hein? Quant aux efforts qui ont été consentis par le gouvernement centrafricain pour justement briser l'encerclement, briser le blocus, faire entrer à Bangui justement les moyens de vivre qui font que les populations de Bangui actuellement sont vivantes. Ouvrir le corridor de la route sur le Cameroun. Accélérer justement le pont aérien. Et le Premier ministre Grebada a communiqué récemment sur le fait que la compagnie rwandaise, Rwanda Air, aide le peuple centrafricain par des livraisons par air régulières de produits de première nécessité. Ce pont aérien que le gouvernement centrafricain a mis en place, on n'en parle pas. On décide de dire que les Centrafricains meurent de faim à Bangui. Et il y a un troisième article encore plus curieux et qui m'intéresse le plus. C'est un article intitulé Centrafrique, et cet article est encore de RFI. Centrafrique, quelle est désormais la stratégie de la rébellion? Vous vous rendez compte? Un média officiel français s'occupe de la communication stratégique de la rébellion centrafricaine. C'est-à-dire qu'ils sont inquiets de se demander comment les rebelles vont se réorganiser. C'est ça leur problème. Comment ceux qui ne sont ni légitimes ni légaux vont se réorganiser pour renverser le gouvernement légitime et légal. Et puis, pour cet article-là, allons faire une lecture et vous allez vous rendre compte que derrière les idées qu'on attribue à la rébellion, se glissent tout simplement les conseils que leur ont donnés leurs parrains français. Je recommence. C'est quand vous lisez ce genre d'article que vous voyez la stratégie. Je vous ai dit depuis plusieurs semaines que la rébellion centrafricaine n'avait pas besoin de site internet. Ce n'est pas une rébellion autonome, elle est directement dirigée par ses maîtres de la France-Afrique d'Afrique et de la France-Afrique de Paris. Ils ne s'embarrassent même pas, ils ne font même pas semblant, ils n'ont pas de site. Ils ne communiquent pas, ils n'ont pas de chargé de communication. Leur chargé de communication, c'est RFI et France 24. Voici donc un article publié le 5 février sur RFI intitulé « Centrafrique. Quelle est désormais la stratégie de la rébellion ?» Je vous invite à lire cet article. Et vous allez vous rendre compte de la duplicité du régime d'Emmanuel Macron. Écoutons. L'état d'urgence sera-t-il prolongé en Centrafrique? L'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire doit en décider ce vendredi. Il avait été instauré dans la foulée de l'offensive lancée contre Bangui par la coalition des groupes armés CPC mi-janvier. Depuis, la rébellion n'a pas pu menacer directement la capitale, mais dans l'intérieur du pays, la situation semble s'enliser sur le terrain.
Non, je viens, là, à partir de la troisième, même de la deuxième ligne, la propagande de la rébellion commence. Ça, c'est le chapeau de l'article. Donc, l'article donne l'impression que c'est la rébellion qui gagne la guerre en Centrafrique. Donc, RFI présente la rébellion comme étant militairement dominante. Continuons. Florence Maurice, envoyée spéciale, continue. Ces derniers temps, les rebelles de la CPC ont semblé éviter autant que possible les affrontements directs avec les forces armées centrafricaines et leurs alliés. Ils n'ont par exemple opposé presque aucune résistance avant de libérer Boda ou Bosembele. Mais il s'agit de repli stratégique, estime une source militaire. Plutôt que de s'épuiser au combat, ils partent en brousse, puis se déplacent par petits groupes pour disperser et affaiblir leurs adversaires, estime cette source. Donc, vous entendez, la journaliste fait semblant de faire parler la rébellion, mais elle explique ainsi que la perte de Boda ou de Bosembele par la rébellion ne sont pas des défaites militaires. Je recommence, parce que les gens lisent RFI, mais les gens ne savent pas lire RFI entre les lignes. Elle essaie de présenter les défaites militaires de la rébellion comme des replis tactiques. Quelle est l'expression qui a été employée? Repli stratégique. Donc en réalité que la rébellion centrafricaine n'est pas en train de perdre. Voilà ce que nous dit Florence Maurice. La rébellion centrafricaine opère des replis stratégiques parce que comme cela, par petits groupes, elle va réattaquer. Alors, on peut extraire de ce premier paragraphe une information que j'ai, à partir de mes analyses, délivrées plusieurs fois. J'ai dit qu'il y aura une nouvelle attaque. Elle sera plus importante que celle du 13 janvier 2021. Peuple centrafricain, gouvernement centrafricain, je vous ai dit, vous serez sévèrement attaqués bientôt par la rébellion France-africaine. Je l'ai déjà dit. J'ai dit que c'est cette bataille-là qu'il faut se préparer à gagner. Celle-là sera décisive parce qu'ils seront taillés en pièces. La plupart d'entre eux ne pourront pas se replier sur les territoires congolais et tchadiens. Et là, le Centrafrique va gagner la paix. Et ce sera la véritable indépendance du Centrafrique. Je l'ai déjà dit. Les gens ne prennent peut-être pas tout à fait au sérieux ce que j'avais dit là. Lisez bien le paragraphe, je le relis. Et maintenant, arrangez votre oreille. Vous avez des régulateurs d'oreilles, rangez vos oreilles. Écoutez, ces derniers temps, les rebelles de la CPC ont semblé éviter, autant que possible, les affrontements directs avec les forces armées centrafricaines et leurs alliés. Ils n'ont par exemple opposé presque aucune résistance avant de libérer Boda ou Bosembele. Mais il s'agit de replis stratégiques, estime une source militaire. Une source militaire. Attention, quand on dit une source militaire, vous voyez, on considère que cette rébellion-là, c'est des militaires. Plutôt que de s'épuiser au combat, ils partent en brousse, puis se déplacent par petits groupes pour disperser et affaiblir leurs adversaires. Estime cette source. Donc en fait, RFI est en contact avec les sources militaires qui combattent contre le peuple centrafricain et contre le gouvernement centrafricain. N'est-ce pas? Ils sont en contact avec eux. Mais mieux, RFI nous dit les affrontements directs avec les forces armées centrafricaines et leurs alliés. C'est-à-dire que la France n'est plus impliquée. Hein. Dans ce paragraphe-là, RFI reconnaît que la France ne combat pas les rebelles centrafricains. Alors que la France est membre de la MINUSCA hein, et que la France détient 1000 soldats au minimum sur le sol centrafricain actuellement, le premier paragraphe de cet article de RFI, rédigé par Mme Florence Maurice, dit que la France ne combat pas contre la rébellion. Ceux qui combattent contre la rébellion, ce sont les FACA, les forces armées centrafricaines, leurs alliés russes et leurs alliés rwandais. C'est tout. La France s'en lave les mains. Elle se comporte comme un spectateur. Alors que dans le spectacle, elle a des joueurs. Et que ces joueurs sont ceux dont elle assure la communication internationale, comme dans cet article. Deuxième paragraphe. Pour vous faire comprendre à quel point il y aura bataille de Bangui. Bangui sera bien fou de la France-Afrique. Président Touadéra, Premier ministre Faustin Firmin Grebada, général Linguisara, soyez prêts. Deuxième paragraphe. À cela s'ajoute leur stratégie de blocage de l'axe Douala-Bangui qui complique le ravitaillement de leurs ennemis et asphyxie sa capitale, en privant au passage l'État centrafricain des recettes liées aux taxes douanières. Une stratégie d'usure, note un observateur. Maintenir la pression et l'insécurité pour pousser Bangui à négocier. Ça, c'est le deuxième paragraphe. La journaliste française de RFI nous renseigne ici sur les intentions de la rébellion et donc les intentions de la France. Continuer à empêcher le ravitaillement normal du Centrafrique par le port de Douala, via donc le territoire camerounais, de telle façon que le gouvernement centrafricain soit obligé d'intégrer dans ses rangs
les rebelles de la CPC. Et une fois que ces rebelles de la CPC seront à Bangui, le coup d'État sera propre. Ça sera propre, ce sera un coup d'État sans bruit. Voilà le renseignement. Il s'agit donc d'appauvrir, d'asphyxier économiquement le gouvernement centrafricain pour que celui-ci ne soit pas capable de payer les salaires, qu'il ne soit pas capable d'acheter ne serait-ce que les menus fournitures de sa police, sa gendarmerie, son armée, et qu'il s'effondre. L'asphyxie économique, c'est le deuxième paragraphe. Et ça, on vous parle de la stratégie de la rébellion, mais c'est la stratégie de la France-Afrique. Puisque la rébellion, c'est la rébellion de la France-Afrique. On passe au troisième paragraphe. Vendredi dernier, à Luanda, les chefs d'État de la région des Grands Lacs ont appelé les rebelles à un cessez-le-feu immédiat et unilatéral. Nous sommes ouverts au dialogue, mais tant que nos positions seront attaquées, nous continuerons nos opérations, promet Aboubakar Siddiq Ali, l'un des porte-parole de la rébellion. Un cessez-le-feu, dit-il, n'est jamais unilatéral. Donc il y a des chefs d'État qui ont demandé un cessez-le-feu à la rébellion. Le représentant de la rébellion, lors de ce sommet des Grands Lacs, en tout cas, le représentant, un des porte-parole de la rébellion, Aboubakar Siddiq Ali, dit qu'eux, ils continuent le combat. Et qui permet de faire connaître cette position de la rébellion centrafricaine, c'est RFI. Parce que nous, Aboubakar Siddiq Ali n'a pas de site internet, n'a même pas de page Facebook, n'a même pas de page Twitter. C'est grâce à RFI qu'on sait qu'il existe un individu qui s'appelle Aboubakar Siddiq Ali. Et bien souvent, Aboubakar Siddiq Ali, ça, c'est un Tchadien. Bien souvent, ce n'est pas un Centrafricain, c'est un Tchadien. Et c'est lui qui est chargé de dire que la rébellion va continuer les combats. De ce troisième paragraphe, nous notons ceci. La France est décidée à continuer la lutte militaire, la lutte armée pour faire renverser le régime Touadéra. Écrivez ça. C'est le contenu du troisième paragraphe de l'article de RFI sur la stratégie de la rébellion. Quatrième paragraphe et dernier. De son côté, l'État centrafricain poursuit sa contre-offensive pour tenter desserrer l'étau autour de Bangui. Tenter, et libérer l'axe menant au Cameroun. Le président Touadéra devrait aussi, selon son entourage, s'exprimer au sujet des demandes de dialogue au cours d'une allocution ce samedi. L'article comprend un paragraphe, 2 paragraphes, 3 paragraphes, 4 paragraphes, 5 paragraphes. Il y a 4 paragraphes qui soutiennent les thèses de la rébellion. Il y a un seul paragraphe qui évoque faiblement la position du gouvernement centrafricain. Ça s'appelle de la communication unilatérale. Ça s'appelle de la communication asymétrique. Et je voulais attirer votre attention là-dessus. Je voulais vous dire, si vous voulez savoir ce que pense la rébellion centrafricaine, lisez tous les articles de RFI et de France 24 sur le Centrafrique. Si vous voulez connaître la stratégie de la rébellion centrafricaine et la stratégie des services français impliqués dans cette rébellion, lisez quand même RFI et France 24. Je vous ai toujours dit, il faut les lire et il faut les écouter que d'une seule oreille. Ça entre ici, ça sort là-bas. Ne croyez pas ce que vous lisez. Dites-vous toujours, quand ils disent une chose, il y a un sens caché. Le sens caché est le suivant. Leur détermination à chasser le président Touadéra du pouvoir parce qu'il a osé signer une alliance de défense avec les Russes est intacte. Pour eux, ils vont avoir le président Touadéra à l'usure. Pour eux, ils finiront d'une manière ou d'une autre par entrer dans Bangui avec leurs hommes en armes. Telle est leur conviction. Et je vous ai analysé il y a quelques heures un courrier du général Bozizé qui a été intercepté, dans lequel celui-ci expliquait le positionnement de ses hommes et sa disponibilité pour faire tomber le gouvernement Touadéra. Les recoupements auxquels j'ai procédé laissent penser que le courrier est tout à fait vrai. Le courrier est manifestement authentique. C'est bel et bien Bozizé qui écrivait. Et d'ailleurs, les prises de position publiques de Bozizé ont confirmé tout le contenu du courrier. Les rebelles du Centrafrique, que ce soit ceux du sud-ouest ou ceux du nord, sont sous le patronage de Paris. Je suis désolé, c'est la vérité. Et je ne suis pas le premier à le dire, donc n'ayez pas peur pour moi. Beaucoup d'analystes politiques à Paris le disent et ils s'en vont dormir tranquilles chez eux. Il n'y a pas de raison que je ne dorme pas tranquille chez moi quand je dis des vérités qui sont même déjà écrites dans la presse française. On sait que derrière Déby, il y a Paris. On sait que derrière Bozizé, il y a Paris. Donc, conclusion de la chose. Cette émission avait pour but de vous démontrer
que RFI et France 24, les médias officiels français, sont les organes de propagande de la rébellion du Centrafrique. Je voulais aussi vous inviter par là à élaborer une méthodologie de lecture. Quand vous lisez RFI, confrontez ce que RFI vous dit à ce que vous dit le gouvernement centrafricain. Et en croisant les deux sources, vous allez dégager votre vérité. Ne vous contentez jamais de ce que RFI et France 24 vous disent sur un pays africain où la puissance française est en difficulté. Il faut utiliser la méthode de la confrontation des thèses. Si vous allez sur la page du Premier ministre, Firmin Grebada, qui communique beaucoup sur Facebook, et vraiment je l'en félicite chaleureusement, vous verrez toutes les villes qui sont récupérées tous les jours par les forces armées centrafricaines, avec les photos, les images. J'exhorte les services de communication du Premier ministre à mettre davantage de vidéos que de photos. Il faut faire des micro-vidéos. Les micro-vidéos sont beaucoup plus virales et elles parlent plus que les images figées. Lorsque des positions sont prises, Monsieur le Premier ministre et Mesdames et Messieurs des services de communication du gouvernement centrafricain, s'il vous plaît, faites des éléments vidéo. Même si ce sont des éléments d'1 minute, 1 minute 50, c'est beaucoup plus efficace que 25 photos. Donc sur la page du Premier ministre, chef du gouvernement, ça serait intéressant que quand on montre Bossambélé, il y a un micro-reportage. Ça peut être mené par un capitaine de l'armée, quelqu'un qui a quelques aptitudes en matière de communication pour décrire ce qu'ils viennent de faire comme opération. Il faut en profiter pour donner immédiatement la parole à des populations. Et ces micro-vidéos de 2 à 3 minutes sont des éléments de conviction qui vont contrer l'armada communicationnelle déclenchée par la France-Afrique contre le gouvernement centrafricain. J'ai constaté jusqu'ici que toutes les images que le gouvernement centrafricain envoie des positions prises sur le terrain sont des images souvent figées, sont des photos figées. Non, il faut donner des images mobiles. Il faut multiplier des vidéos. C'est ma première observation. Deuxième observation, j'appelle les autorités centrafricaines à prendre conscience de la ligne éditoriale et communicationnelle de RFI et de France 24 et d'y répondre par la mise en place d'un média, d'un médium, devrais-je dire, internationalement connu comme étant le médium de la résistance centrafricaine et qui doit être le médium de référence sur lequel ceux qui veulent savoir ce que le gouvernement pense vont immédiatement. Il ne faut pas que ce soit seulement la chaîne de télévision nationale. Il ne faut pas que ce soit seulement la radio nationale. Il faut créer des chaînes interactives, un peu à cheval entre le principe de la télévision classique et le principe de la web vision. Messieurs les membres du gouvernement centrafricain, faites ça. Faites ça pour faire face à ces gens-ci. Il ne faut pas que dans une journée, vous n'ayez pas produit au moins 30 micro-vidéos concassant les thèses de RFI et de France 24 sur la situation réelle en Centrafrique. Parce que RFI et France 24 sont en train de vouloir imposer en dehors de la Centrafrique l'image selon laquelle le gouvernement Touadéra a échoué. Le gouvernement Touadéra n'est pas à la hauteur. Le gouvernement Touadéra est en voie de disparition. Les Centrafricains sont presque tous en train de mourir du fait de Touadéra. Touadéra est un incompétent. Touadéra ne pourra pas. Les rebelles centrafricains sont les plus intelligents. Les rebelles centrafricains contrôlent tout le pays. Les rebelles centrafricains vont gagner. Les rebelles centrafricains ont presque repris Bangui. Attention, on ne fait pas face à ça seulement avec une page de communication de chef de gouvernement. Non, chers frères, il faut, avec l'aide en ce sens, si vous le voulez, de vos alliés russes, rwandais, il faut élaborer une communication offensive. Je le dis ici, parce que je ne suis pas en contact privé avec les autorités centrafricaines actuelles. Et enfin, ma troisième observation est la suivante. Mais il faut suivre les déclarations de Radio Rebelle. Il faut suivre les déclarations de Radio Rebelle. Ah, c'est bloqué sur YouTube, me dit-on. Il faut suivre les déclarations de Radio Rebelle et à partir de celle-ci, Radio Rebelle étant ici en Centrafrique, RFI et France 24, construire une contre-communication. Il faut construire une contre-communication. Il faut résister. Il ne faut pas se laisser imposer la ligne de RFI et de France 24.
J'invite le gouvernement à systématiquement étudier la ligne de communication de RFI et de France 24 sur le Centrafrique et de produire une position consistante pour s'y opposer. Voilà mes 3 recommandations, parce que j'ai bien vu comment est installée maintenant sur RFI et sur France 24 une machine à massacrer l'image du gouvernement centrafricain. Chers amis, c'est ce que je voulais établir ce soir. Il y a une très grande bataille, très utile pour toute l'Afrique qui se déroule en Centrafrique. La bataille de l'émancipation réelle du Centrafrique. Nous avons lancé une pétition sur le site Change. Elle est pratiquement à plus de 6000 signataires. Il nous en reste 4000 que nous allons envoyer. Il nous en reste 4000 que nous allons envoyer au Conseil de sécurité des Nations Unies. S'il vous plaît, accélérons les choses, signons cette pétition pour envoyer 10 000 appels à la fin de l'embargo sur les armes de la République centrafricaine au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale française. Une pétition qui a été réceptionnée et acceptée. Elle est pratiquement à 300 signataires. Nous avons environ 1 an pour réunir 100 000 signatures. Mais en tant qu'Africains de France, Antillais, Réunionnais, nous sommes capables d'atteindre rapidement les 100 000. Allez sur le site de l'Assemblée nationale, le site des pétitions, et signez la pétition pour la levée de l'embargo franco-onusien sur les armes de la République centrafricaine. Vous êtes franco-africains, vous êtes français épris des libertés de tous les peuples du monde. Aidez-nous, aidez le peuple centrafricain en signant cette pétition. Telles sont donc les deux initiatives qui sont en cours et pour lesquelles je reste vigilant. Je vous remercie. Et je vous souhaite un excellent week-end, chers amis. Vive la République centrafricaine, vive le gouvernement légitime de ce pays dans son combat pour une liberté authentique. Vive les amis de la liberté en tout continent. Bon week-end à tous. Et toujours encore avec le grand papa national, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.